Merci beaucoup. Jean, mon frère ivoirien. On parle, c'est de notre pays, on parle. J'aimerais qu'on me laisse aussi mon temps de parler, pas des enjeux. Voilà. Parce que je respecte tout. J'espère que la modératrice, tout ce que je demande à la modératrice, quand il dit des choses... Non. La modératrice, c'est que... La modératrice, ce que je vous demande, quand des choses sont affirmées, demandez les références. C'est très important. Voilà, c'est ce que je voulais lui dire. Si tu avances des choses, il faut avoir parce que ici, on ne va pas accepter que ce soit une tribune de propagande pour dire tout et rien à la fois. Et donc, ayez l'intelligence de l'arrêter pour nous dire où tu as enlevé ces informations. Jamais de propagande. Écoutez d'abord, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a été tous éduqués, on a été tous à l'école. Quand chacun prend la parole, il a ses convictions. Il sait ce qu'il faut dire pour te convaincre aussi. Et quand je monte sur les panels RFDP, je dis toujours, je suis un PPSI, mais je suis Côte d'Ivoire. Donc si nous on cause en paix et on s'entend. Les hommes passent, mais le pays reste tel qu'il est. Donc pas de menaces entre nous, Ivoiriens. Ce que j'aimerais dire... Non, mais monsieur Louis, en tant que modératrice, je te dis en même temps comment on appelle ça, les règles d'ici, parce que je te dis que si tu avances certaines choses, qu'on te demande des preuves, il faut que tu sois capable aussi de nous donner les preuves, quoi. C'est tout. Parce que si monsieur l'éclaireur avance quelque chose, il va te donner les preuves. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, quoi. Merci. Il parlait de bilan. Il parlait de bilan. J'ai toujours dit, Laurent Gbagbo ne peut pas faire un bilan seul dans ce pays. Puisque on est tous des Ivoiriens. Nous sommes dans ce pays. Ceux qui sont à l'étranger sont à l'étranger. Mais quand il a prêté serment en 2000, 2 mois après, il y a eu tentative de coup d'État. 2 mois après. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Et 2 mois après, il y a eu tentative de coup d'État. On en passe. Non, vous voulez, je peux répondre ce qu'on lui reproche. Je peux répondre rapidement. Non. Non, mais vous faites, ce que vous faites, ce n'est pas honnête. Non, ce n'est pas honnête. Quand vous posez, laissez-moi répondre aussi. Non, mais ce n'est pas honnête. Laurent Gbagbo a refusé de mettre en application les résolutions. Laurent Gbagbo a refusé de mettre en application les résolutions du Forum de la Réconciliation. Et donc, non, c'est ce que je vous explique. Parce que c'est trop facile de dire qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait. C'est parce qu'il a été un incapable à la tête du pays. Non, moi je vous dis directement les faits. Non, mais vous ne pouvez pas développer des conneries sans... Non, mais vous avez posé une question. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait? C'est ce que je vous ai expliqué. Non, on ne peut pas vous laisser développer des choses qui ne font pas sens. Quand tu poses une question, tu as une réponse. Non, je veux que ce soit clair ici. Quand tu as posé une question là, moi je vais te répondre. Oui, mais justement, quand il a prêté serment, qu'est-ce qu'il a dit? Qui va protéger tous les Ivoiriens? Qui va protéger tous les Ivoiriens? Maintenant, quand tu dis que tu vas protéger tous les Ivoiriens et que tu te retrouves dans un environnement où les choses ne sont pas au mieux, tu organises un forum de la réconciliation et que tu dis toi-même que ce n'est pas un parlement bis. Quand tu dis que, justement, mais tu as posé une question. Tu as posé une question et toute question mérite une réponse. Et à ce jeu-là, tu ne pourras pas prospérer à ce jeu-là. Et ça, nous, on va vous faire comprendre que vous ne pourrez pas prospérer à ce jeu. Non, c'est toi qui ne veux plus comprendre. Moi, je comprends tout. Non, vous n'avez pas le temps de faire un exposé. Ça, il faut que ce soit bien compris. Vous êtes ici pour dire que ce que j'ai dit est faux. Vous avez déjà votre conclusion. Maintenant, là, démontrez que ce que j'ai dit est faux. Les parties que j'ai dit qui sont fausses, là, démontrez cela. Tu as dit que ce que j'ai dit est faux. Donc, attaque ce que j'ai dit qui soit faux. Non, on ne vous laissera pas faire votre cinéma. On ne vous laissera pas faire votre cinéma, monsieur. Démontrez les points que j'ai développés là. Prenez-les, dites ici c'est faux et donnez-le. Non. Donnez les preuves. C'est toi qui es resté sur le direct. Tu as dit que ce que je disais était faux. Et donc, ce que nous vous attendons, ce n'est pas de venir nous raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire selon ce que vous voulez, mais racontez-nous l'histoire de la Côte d'Ivoire selon ce que j'ai dit qui soit faux là. Il faut prendre tel point, tu as dit c'est faux là. Voilà pourquoi c'est faux. C'est tout ce qu'on veut de toi. Sinon, on n'a pas besoin de ce que tu veux savoir. Non, mais c'est qu'ici, on ne va pas te permettre de venir nous raconter ton histoire. Ça ne nous intéresse pas. Parce que c'est ta version que tu vas nous raconter. Quand tu dis que quelqu'un ment là, c'est que quelles sont...
On ne peut pas parce que vous voulez faire dans l'escroquerie morale. Parce que vous êtes resté, vous avez dit que je mens. J'ai menti. Bon, sur quel point j'ai menti? Dis les points sur lesquels j'ai menti. Sinon, tu ne vais pas te laisser parler. Dis, je ne te laisserai pas parler tant que tu n'auras pas le courage de dire les points sur lesquels j'ai menti. Donne les points sur lesquels j'ai menti. Dis-le clairement devant tout le monde. Voilà. Tu l'as dit, c'était écrit ici. C'est la raison qui t'a fait monter. Dis devant tout le monde ici, voici les points sur lesquels tu as menti. Monsieur, à ce jour-là, vous n'allez pas prospérer avec moi. J'ai dit, je vais vous réduire à votre plus simple expression. Vous serez obligé de vous calmer et dire devant tout le monde ici, c'est à vous de vous calmer. Tu as dit devant tout le monde que j'ai menti. Voilà. Donc, il faut te calmer. Tu as dit devant tout le monde, tu es un vrai garçon comme moi. Quels sont les points sur lesquels j'ai menti? Quels sont les points sur lesquels j'ai menti? On n'a pas besoin de vos histoires. Quels sont les points que j'ai développés qui ne sont pas corrects? Quels sont les points sur lesquels vous trouvez que je n'ai pas dit la vérité? C'est ce qu'on vous demande. C'est aussi simple. Ça se passe devant tout le monde ici. Soyez courageux. Dites, non, on n'a pas besoin de ça. Tu as fait ta conclusion avant de monter ici. Et je dis, allons plus vite. Ce que tu racontes là, on a tous les arguments pour te démontrer que tu es dans le faux. Moi, je te dis que tu es dans le faux et je le prouve avec des faits. Mais non, va directement au but. On n'a pas ce temps à ce cinéma là avec toi ici. Quels sont les points sur lesquels j'ai menti aux gens? Non, ici ce n'est pas une plateforme FPI. Est-ce que tu comprends ça très bien? Ici, ce n'est pas une plateforme pour faire votre spectacle. Et si on vous a permis de prendre la parole, respectez-nous. Quand tu montais, tu es venu, tu t'es signalé, tu as dit que ce que j'ai dit est faux. Et moi, je ne mens pas. Non, tu l'as dit ici, c'était écrit, tout le monde a vu. Cher monsieur, je ne vous laisserai pas. Voilà, justement, comme tu as confirmé cela, sur quel point ai-je menti? Donne-moi les points sur lesquels j'ai menti. Allons droit au but. Donne les points sur lesquels j'ai menti. On va te prendre en haut. Donne-moi les points sur lesquels j'ai menti. Fais-le devant tout le monde. Fais-le devant tout le monde. Dis devant tout le monde tel point tu as menti. Est-ce que ça c'est difficile? Sois courageux. Mais tu n'es pas courageux. Tu montres toute l'attitude d'un lâche. Parce que tu devrais être capable. Tu n'es pas avec deux personnes, tu es avec moi éclaireur pro-vérité. Mais tu es un lâche. Parce que quand tu dis à quelqu'un tu mens là, quand tu voulais mentir, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait? Tellement je suis plus garçon que toi, je te dis, cette question que tu poses là, tu es dans un mensonge parce que Laurent Gbagbo sait qu'il avait intérêt à créer l'instabilité en Côte d'Ivoire. Sinon, quels sont les motifs qui ont fait qu'il n'a pas appliqué les résolutions du Forum de la Réconciliation en 2001? On ne vous laissera pas faire votre spectacle. Vous ne pourrez pas, monsieur, c'est ce que je vous dis. Justement. Et donc là, vos conneries que vous racontez dans vos agoras là, vous n'aurez pas l'occasion de le faire tant que vous ne serez pas un garçon pour me dire, voilà tel point que tu as dit qui n'est pas vrai. Tant que vous n'allez pas pouvoir prouver cela, on ne va pas pouvoir avancer. Je ne vais pas vous laisser parler. Dites devant tout le monde. Quand tu as mis ton commentaire là, il n'y a pas de problème. Toi qui es un bon militant là, mais regarde comment je suis en train de t'humilier. Tu n'es même pas sûr de ce que tu dis. Il n'y a pas de problème. Donne les éléments que j'ai dit qui sont faux là. Faut donner devant tout le monde. Je vais avaler ma honte. Donne les éléments où j'ai menti là. Il faut citer ça. C'est ce qu'on te demande. Justement, il faut citer ça. Est-ce que tu vas citer ça simplement? C'est ce qu'on te demande. Il faut citer les éléments. Il faut citer les éléments où j'ai menti. C'est ce qu'on te demande. Sinon, ce jeu-là, ça ne pourra pas prospérer ici, cher monsieur. Non. Non. On ne te fera pas plaisir. Ça va fonctionner. De la manière que tu es monté comme un garçon, là. Est-ce que tu es prêt à dire, voilà, tel point qui sont faux? Il n'y a pas de problème. Mais toi-même, là, tu sais aussi que... Non. Même si tu veux m'imaginer qu'à des Zambiens, il n'y a pas de problème. Mais dis simplement les points. Si, la modératrice, reprenez votre contrôle, dites-le, recadrez-le et dites-lui de dire les points où j'ai menti. C'est tout. Il n'y en avait pas. J'ai dit, il n'y en avait pas. Il ne faut pas mentir aux gens. C'est ces mensonges-là qu'on ne peut pas accepter ici. Ces CHU-là n'existaient pas. Tu as vu que tu es dans la peur, tu fais du bruit. Sinon, si moi je monte pour dire à quelqu'un tu mens là, je vais sortir pour dire voilà où tu mens. Non.
Tu veux nous servir ta propagande. C'est ce qui ne passera pas. On vous connaît. Voilà, on vous connaît. Et ici, là, ça ne va pas prospérer. J'ai dit, où sont... faut citer les points où j'ai menti d'abord. On ne va pas changer parce que vous les portes du gore, là, vous ne changez pas. Il faut citer devant tout le monde les points où j'ai menti. Mais tu m'as dit RDR, c'est ça, non? Tu l'as dit de façon péjorative. Voilà. Mais c'est pourquoi vous aussi, vous êtes des pavos porcs aussi. Mais je suis pleinement RDR, mais je ne suis pas un porc comme vous. Mais qui a dit que je ne m'assume pas? Mais je suis en train de te mettre en difficulté. Tu n'es même pas capable de dire. Tu n'es même pas capable de dire les points sur lesquels. Tu vois, tu te comportes véritablement comme un porc. Parce que si moi je monte sur un panel là, et puis je dis à quelqu'un là, tu mens là, je vais venir, la première chose que je vais faire là, je vais dire tel point. Bon, maintenant, il faut me donner 3 points où j'ai menti. C'est tout. C'est ce qu'on te demande. Non, donne-nous 3 points où j'ai menti. C'est ce qu'on te demande. Je connais ta stratégie. Donne-nous 3 points où j'ai menti. Ce jeu-là, ça ne prospère pas ici. Tu veux parler pour ne rien dire. Donne-nous 3 points où j'ai menti. Oui. Toi, voilà. Un homme mature s'assume et quand il dit quelque chose là, il n'a pas de difficulté à le prouver. Donne-nous 3 points sur lesquels j'ai menti. Et puis maintenant, je vais te montrer où j'ai enlevé l'information. C'est tout. Où j'ai menti là, il faut me donner 3 points. Arrête ce jeu-là. Tu nous perds du temps, cher monsieur. Montre-nous 3 points où j'ai menti. Je te donne les sources. Mais tu es seul avec moi. Est-ce que tu as vu quelqu'un parler ici? Ne pense pas que quelqu'un... Non. Est-ce que tu as parlé avec quelqu'un? Les autres nous écoutent. Justement. Mais c'est ce que je vous demande simplement. Tu es monté, non? Maintenant, où j'ai menti, il n'y a pas de problème. Où j'ai menti, là, faut donner 3 points. Donne 3 points simplement où j'ai menti. Non, tu ne descendras pas. On va te casser avec ton mensonge. Toi-même, tu vas t'effondrer sur toi-même ici. Comme un vrai gore effondré. Non, on ne vous laissera pas raconter vos mensonges. J'ai dit, les mensonges que j'ai fait là, faut citer 3 seulement. C'est ça seulement on te demande. On ne te laissera pas raconter n'importe quoi. Les mensonges que j'ai dit là, de la manière que tu as été courageux pour dire je mens là. Il faut donner 3 d'abord. Il faut donner 3 mensonges d'abord. C'est ce qu'on te demande. Avant de décortiquer là, donne 3 mensonges. Il faut donner 3 mensonges. Sinon tu ne pourras pas. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Ça se passe devant tout le monde. Si tu arrives à donner ces 3 là, puis tu m'humilies là, mais tu seras l'homme le plus heureux. Quelqu'un qui ment, et puis il dit, il faut donner mon mensonge, tout le monde va regarder. La parole est libérée, sinon tu ne serais pas ici. Mais donne-nous 3 mensonges que j'ai fait ici. C'est ce qu'on te demande. La parole est libérée, sinon tu ne serais pas en train de parler ici. Dis d'abord 3 mensonges. Quand tu dis à quelqu'un, tu mens. Les éléments de mensonge, là, il faut les citer. Non, on ne va pas te laisser nous perdre du temps pour raconter n'importe quoi. Si tu n'es pas prêt à dire les mensonges que j'ai dit, c'est que tu n'as pas le courage. Tes 3 mensonges là. Je vais t'exposer ça que tu mens. Donc laisse-moi prendre la parole maintenant. C'est bon, Monsieur lui. Ce qu'on vous demande, c'est tellement simple. Monsieur lui, ce que l'éclaireur veut te faire savoir, c'est quoi? Monsieur l'éclaireur veut te faire savoir que lorsqu'il était en train de parler, tu as dit que ce qu'il disait est faux. Donc, les points où il était en train de parler, où tu trouves qu'il a menti, tu lui dis, monsieur l'éclaireur, ici, voici, tu as menti. Et tu montres les preuves. Pourquoi est-ce que tu dis il a menti et tu attends lui aussi, en retour, il va te prouver, ou soit il va te démontrer. Monsieur, Voilà. Monsieur Fiaka, laisse-le avec l'éclaireur. Laisse-le avec l'éclaireur parce qu'il ne faut pas y voir ce qu'on a prouvé sur lui. Voilà. C'est un éclaireur, il va. Non, mais tu vas dit qu'il a menti. Le monsieur se demande de dire 3 points sur lesquels il a menti. Je vais le faire comprendre qu'il ne faut pas qu'il essaie de raconter un peu l'histoire. Non. Là, c'est ce que l'éclaireur veut le faire savoir. Non, l'éclaireur
L'éclaireur peut pas dire ça. S'il est un bon éclaireur, avant qu'il parle, il a fait l'histoire. Ok, dis-lui, il t'a demandé les 3 points. Il dit de lui donner 3 points. Monsieur Jeannet, parce que tu as ton micro, pardon. Il dit de lui donner 3 points sur lesquels il a menti. Ce sont ces 3 points qu'il attend. Voilà. Là, quand c'est comme ça, tout le monde va prêter attention. Et puis maintenant, tu me dis, voilà, tu as menti tant. Et puis maintenant, tu expliques. Et tu mets les preuves à l'appui. Mon frère, il n'y a personne qui t'empêche. C'est toi-même qui t'embrouille. Ok, l'éclaireur, allume bien ta torche pour bien visiter la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que toi, tu es intelligent? Parce que quand tu parles comme un malade, un alcoolique, parce que si chez toi, il fait nuit, là, chez moi, il ne fait pas nuit. Voilà. Donc, tu n'essaie pas de rentrer dans ce jeu avec moi. Si toi, tu es un idiot, qui allume la torche en pleine journée, ne me mets pas dans le même lot que toi. Parce que vous, qui êtes des idiots qui voulaient jouer les intelligences, ça ne se passe pas comme ça avec moi. Quand tu as des vrais arguments, là. Voilà. Bon, nous, on n'a pas ce temps, là, cher monsieur. Tu es en fait un inutile qui n'a rien à nous dire. Parce que si tu étais courageux, là, tu allais montrer, voilà ce que tu as dit qui est faux. Par exemple, moi, quand je te dis, non, on arrête ce jeu-là. Bon, ça suffit maintenant. Toi, là, ça suffit maintenant. J'ai dit, tu fermes ta gueule et tu m'écoutes maintenant. Petit sauvage, tu te calmes maintenant, espèce de sauvageon que tu es. Parce que tu es un inutile, voilà un déchet de la vie qui est là. On est en train de t'expliquer les choses, tu es en train de faire dans tes stupidités que tu sois, espèce d'idiot ambulant que tu es. Voilà des idiots, des imbéciles en gros caractère. Quand je te parle là, si tu remarques très bien, je parle avec des données que tout le monde peut voir. Quand je parlais, j'ai été généreux. Tout le monde peut taper www.afdb.org. On prend les bilans économiques de la Côte d'Ivoire. Quand je prends et je mets devant tout le monde, la mère l'a mis là. Tout le monde a vu. Les indicateurs macroéconomiques de la Côte d'Ivoire entre 2010, 2011, 2012 et 2013. Vous pensez que je suis là pour m'amuser à ce jeu-là? Toi, tu dis la vérité. Toi, tu mens. Je ne suis pas ton camarade. Chien de quartier. Petit idiot que tu sois. De la manière, votre leader est un mouton ambulant qui arrive à vous animaliser là. Quand tu viens sur une plateforme sérieuse comme celle-ci, et que tu es un illettré ambulant, tu prends le temps d'écouter les gens. Ce que je dis là, ce ne sont pas des choses qui me font plaisir. Je prends un document économique de l'African Economic Outlook et que je suis en train de développer. Et je simplifie pour faire le bilan comparatif entre deux régimes. Le régime du docteur Ouattara et le régime du président Gbagbo. Je prends 2010, 2011, 2012, 2013. Tout le monde sait très bien que la ligne médiane, là, c'est 2011. 2012, c'est Ouattara qui était là. 2013, c'est Ouattara qui était là. Je plaque le document et j'explique. Je dis que le taux de croissance du PIB réel de la Côte d'Ivoire en 2012 était de 2,4. En 2011, était de moins 5,9. Le taux de croissance du PIB, c'est notre PIB là est tombé. Mais c'est nous notre responsabilité d'expliquer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2011 là, le PIB réel là, l'ensemble des activités que tous les Ivoiriens ont réalisées en 2011. Ça veut dire qu'on a travaillé et on a perdu. Chaque Ivoirien a perdu 5,9% de son revenu. Parce que c'est moins 5,9%. Mais en 2000, en moins d'une année, le président Ouattara nous sort de moins 5,9 pour nous mettre à 6,88. Qu'est-ce que ça veut dire? En 2013, il nous amène à 5,5. Le taux de croissance du PIB réel par habitant en 2010 était de 0,4. En 2011, moins 8,1%. En 2012, 6,4%. On nous sort carrément de la négativité de moins 8,1% pour nous ramener à 6,4%. En 2013, on était à 5,5%. L'inflation, en 2010, qui était de 1,7%, Laurent Gbagbo l'a fait monter de 3,2% pour nous ramener à 4,9%. Quand Alassane Ouattara vient là, en 2011, malgré qu'on est dans un contexte économique difficile, il nous fait passer de ce bilan médiocre d'inflation de 4,9%, il nous ramène à 3,6%. En 2013, il nous ramène à 3,1%. Quand on explique ça à des imbéciles ambulants comme des enfants de prostituées comme toi, vous venez de la mentir.
Et tu pensais que j'allais te permettre de faire ton sale cinéma devant les gens ici pour raconter n'importe quoi? Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait? Je vais t'expliquer ce que Laurent Gbagbo a fait. Laurent Gbagbo, là, quand il a pris le pouvoir, tous les Ivoiriens ainsi que les Occidentaux, les socialistes qui l'ont nommé là, ils lui ont demandé deux choses que Laurent Gbagbo n'a pas pu faire. Ils lui ont dit, il faut créer une cour des comptes, tu vas traquer les gens du PDCI. Est-ce que ton Laurent Gbagbo a pu créer cette cour-là? C'est Alassane Ouattara qui est venu, qui a créé cette cour-là. Et qui a traqué les délinquants économiques. Ils lui ont demandé une deuxième chose. On sait comment tu as pris le pouvoir. Ce qui est mieux pour toi. De la même manière qu'en 2020, quand Alassane Ouattara a pris le pouvoir là, si vous avez remarqué, Emmanuel Macron, c'est à partir du 11 novembre 2000 qu'il va féliciter le président Ouattara. Il dit, comme tu as ouvert un dialogue avec les Ivoiriens, je peux maintenant te féliciter. La même chose est arrivée à Laurent Gbagbo. Les socialistes, comme tu as pris le pouvoir là, les gens du RDR, du PDCI, le PDCI avait 6 candidats qu'ils ont éliminés. Laurent Gbagbo là, il a dit qu'ils ont voté l'article 35 pour éliminer Alassane Ouattara. Pour corriger cette situation là, Laurent Gbagbo a dit oui, il a fait semblant d'organiser un forum de la réconciliation. Alassane Ouattara est venu ici, il a montré les papiers de ses parents et de ses arrière-parents ici. Il a montré tout ce qui était possible. Le mot pour dire que Gbagbo était un boulanger là, c'est Guy Robert qui a dit ça au forum de la réconciliation, que Laurent Gbagbo est un boulanger qu'il a roulé dans la farine. Quand on a fini ce forum là, Laurent Gbagbo dit que le forum là, c'est pas un parlement bis, que lui n'applique rien. C'est à cause de ça, les gens sont venus puis ils lui ont cassé sa gueule et ses couilles. Bande d'imbéciles heureux que vous êtes. Bande de moutons animalisés en sauvage que vous êtes. Quand on parle là, on parle sur du réel. Et c'est pourquoi tu ne pouvais pas, bien sûr, un homme là, quand il ment là, c'est pas le menteur qui demande où j'ai menti là, il faut donner les mensonges. Depuis quand tu as vu un menteur dire à celui qui dit qu'il ment là, il faut citer mes mensonges devant tout le monde. Tu penses que tu peux venir tromper les gens ici? Tu penses que c'est un panel de plaisantais? Tu penses qu'ils sont parlent dans le vide? Non, permettez que je finisse rapidement, parce que j'ai des choses à dire à ce mouton avant qu'il ne descende. Quand, dans cette semaine-là, toutes les organisations les plus puissantes de ce monde se réunissent et ils disent que la Côte d'Ivoire a été le meilleur gestionnaire de sa dette publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les grandes compagnies, comme les BlackRock, qui gèrent les GAFA, Facebook, Google, Coca-Cola, on a été dans notre gestion mieux que eux tous dans le monde. Ça là, faut pas on va dire ça parce que c'est Alassane Ouattara. Si c'était Laurent Gbagbo, est-ce qu'on allait pouvoir respirer? Le 12 septembre 2023, vous pensez que c'est un amusement? Nous, on parle par amour et on dit la vérité. Et c'est qu'on dit là, tout le monde peut vérifier. Le CEPIA, le rapport CEPIA, c'est un rapport de la Banque mondiale qui date du 12 septembre 2023, où la Côte d'Ivoire est classée 3e ex-aequo en Afrique de l'Ouest sur la bonne capacité de gestion économique, sur la politique structurelle, sur les politiques qui ont favorisé l'inclusion sociale et l'équité, sur la gestion des institutions du secteur public, sur l'évaluation des politiques et des institutions. Ça là, quand on vous parle de ça là, si vous, ça ne vous dit rien parce que vous aviez été des vauriens, mais ceux qui ont fait ce travail là, eux, ils savent comment ils ont souffert. Et si nous, on ouvre nos bouches pour vous expliquer que ça ne vous plaît pas là, c'est votre problème. Sinon, Laurent Gbagbo là, son meilleur premier ministre s'appelle Sorogium, selon lui-même, ça boy qu'il envers pour parler. Comme il a eu son meilleur premier ministre là, ça veut dire que c'est dans ça, sans la guerre là, il n'allait pas avoir son meilleur premier ministre. Comme il a eu son meilleur premier ministre là, qu'il vient nous faire ses bilans. C'est de cela qu'il est question. Laurent Gbagbo, en quittant le pays, nous a laissé 6 000 milliards de dettes. Mais où l'argent est parti? Ça, cette question, on doit poser. Normalement, Laurent Gbagbo doit être poursuivi pour crime économique. Il doit être poursuivi pour crime économique. Quand on prend aujourd'hui les rapports de rating, Fitch and Rating du 2 août 2024, perspective stable, Moody's, rapport du 1er mars, c'est comme ça qu'un vrai garçon, c'est à ça que je m'attendais. Tu viens, tu dis, bon, tel point là, tu as dit ça, c'est faux. Parce que selon tant à temps, c'est comme ça. Tu penses que moi, je suis là pour faire les débats d'Agora? Tu penses que quand je suis là, moi, je me respecte tellement là que tout ce que je dis, même en amusement, je ne m'amuse pas. Je peux utiliser quelque chose de réel, plaisanter, mais ce n'est pas de l'amusement. Quand le rapport numéro 24, 364 du FMI qui est sorti le 10 octobre 2024 te dit que l'économie ivoirienne est résiliente.
En 2024, là, on aura une croissance de 6,1%. En 2023, on avait une croissance de 6,2%. Et notre PIB, chaque année, augmente. Et qu'on va faire baisser l'inflation, le déficit budgétaire à 4%. On va faire baisser ça. Et qu'en 2025 et 2029, on va faire une croissance soutenue de 6,7%. Et qu'en 2024, là, on va faire baisser l'inflation de 4%. Quand on te dit ça, ça peut te faire mal. Mais demande-moi où j'ai enlevé ces informations. Parce que c'est ceux qui donnent crédit à la Côte d'Ivoire, là. C'est eux-mêmes qui disent qu'ils sont satisfaits de la Côte d'Ivoire. De 1960 jusqu'en 2011, l'indice du développement humain, que vous appelez IDH, là, le meilleur IDH qui a été réalisé, le score c'était de 0,45%. Et ça me fait tellement mal. Mais ceux qui veulent voir ce que je dis, par exemple, sur l'IDH, prenez perspective.usherbrook.com et vous allez voir ça là-bas. Mais de 2012 à 2019, ça fait seulement 7 ans. C'est qu'on n'a pas réussi de 1960 jusqu'en 2011 là. Alassane Ouattara l'a réussi en 7 ans. Il nous a fait passer à 0,58. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est quitté dans les indices faibles de l'IDH. Parce que quand tu n'atteins pas 0,5%, tu es considéré comme catégorie faible. Mais Alassane Ouattara, non seulement en 7 ans, il a dépassé tous vos pronostics, mais il nous a fait quitter d'un niveau à un autre. Parce que contrairement aux mensonges que vous rencontrez et que vous racontez tous les jours, l'IDH, là, on classe par catégorie. C'est-à-dire que quand tu n'as pas atteint 0,5 là, même si tu fais 0,99 1000 fois là, tu es considéré comme catégorie faible. Mais quand tu fais 0,5, tu es considéré comme catégorie à indice moyen. Mais quand je dis ça là, tout le monde peut taper en temps réel. Indice, catégorie de l'indice du développement humain de la Côte d'Ivoire en 2023-2024. On va vous dire catégorie moyenne. Est-ce que ça là, c'est un complot que j'ai fait avec Facebook? Moi je suis qui? Tout le monde peut taper. Parce qu'ils vont te dire que l'indice du développement humain en Côte d'Ivoire là, c'est 0,538. C'est ce qui fait qu'on est sorti pour être dans la catégorie moyenne. Pourquoi ça vous fait mal? Quand la Côte d'Ivoire, quand le président a pris le pays là, est-ce que la Côte d'Ivoire n'était pas pays pauvre très endetté? Quand je sors pour expliquer c'est quoi un pays pauvre très endetté, mais le nom même est là. Toi-même là, qui dit que je mens là, je souhaite que tes parents et toi, vous soyez des personnes pauvres très endettées. Si tu es fier de ça, et que moi je viens expliquer qu'aujourd'hui, avec tous les indicateurs économiques de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui nous sommes un pays avec une croissance économique. Nous avons les caractéristiques d'un pays à économie intermédiaire. Mais quelqu'un qui vous a fait sortir d'un pays pauvre très endetté pour faire de vous un pays avec une économie intermédiaire. Mais quand on explique que c'est du travail qui a été fait, mais laissez qu'on explique le travail qui a été fait. Quand tu me demandes où ces universités sont, tu veux te cantonner sur ton village, mais ton village ne fait pas la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'actuellement, là, ceux qui vivent à Abobo, là, est-ce qu'il n'y a pas un CHU qui est en train d'être construit à Abobo? Ça, là, c'est une question qu'on peut poser à tout le monde. Avant, où on vendait les moutons, là, quand tu dépasses Anador, là, est-ce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en train de construire un CHU, qui sera d'ailleurs le plus grand? Est-ce qu'il n'y a pas un CHR à Azopé, à Aboasso, à Katiola, à Bundiali? Est-ce qu'avant Alassane Ouattara, il y en avait? À Meagui, là, ce qu'ils ont construit là, est-ce que c'était là avant? Ce sont des choses simples que nous disons. Est-ce que le salaire des fonctionnaires n'a pas augmenté? Est-ce que Laurent Gbagbo a augmenté le salaire des fonctionnaires? Les 6 000 milliards sont allés où? C'est ce qu'on appelle un bilan. Tout le monde a un bilan. À partir du moment où tu acceptes une responsabilité, tu dois être capable de faire un bilan. Donc je vais m'arrêter là, comme le frère voulait prendre la parole. Je ne veux pas en abuser.
Donc, le frère Licon, si vous avez quelque chose à dire, quand vous êtes au travail. Merci, professeur. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir Sali, bonsoir Éclaireur, bonsoir à tous les frères et sœurs qui sont sur le panel. Mais écoutez, moi, je suis fier d'Éclaireur, hein, parce que bon, pour certains qui ne comprendront pas, ils diront, mais pourquoi Éclaireur n'a pas donné le temps à ce gars-là de s'exprimer? Mais moi, je suis parfaitement d'accord avec Éclaireur, il ne faut pas lui donner le temps. Moi, j'ai été sur des panels Gore. Dès que j'ai pris la parole, parce que moi, chaque fois que je vais dans un panel, je décline ma personnalité. Je leur ai dit, mais écoutez, je suis un partisan du président Ouattara. Et dès que j'ai dit je suis un partisan du président Ouattara, ils ont jeté mon corps ailleurs. Et à deux reprises, il y a un qui a dit, mais jetez son corps. On ne m'a même pas donné le temps de m'exprimer. Frère Lincoln. Frère Lincoln. Allô? J'ai dit, ce que vous dites, c'est tellement juste, alors que nous, ici même, on leur permet de venir. Et non seulement je lui dis, je souhaite que tu me contredises pour m'ennuyer. Donc, allons doucement. Les points où j'ai menti, il faut donner 3. Et puis maintenant, tu me désignes devant tout le monde. Mais est-ce que ça, c'est difficile? Non, il n'était pas venu pour... Au fait, il n'était pas venu pour te contredire. Il était venu pour faire sa propagande, présenter Laurent Gbagbo comme un homme sain. Justement, c'est pourquoi je l'ai empêché de parler. Dès qu'il finissait de rencontrer ses balibènes, il allait descendre. Hein? Effectivement. Oui, c'est comme ça ils le font. Quand ils vont dans des panels RADP, ils racontent du n'importe quoi. Ils essaient d'embellir un peu la gestion scabreuse et scandaleuse de Laurent Gbagbo. Et dès qu'ils finissent, et puis ils descendent. Ils ne cherchent même pas à écouter les autres, alors que leur message est passé. C'est pour ça que moi je suis tellement fier de toi, je suis parfaitement d'accord avec toi. La récréation est terminée. Nous sommes à 10 mois des élections. Ne laissons pas venir développer un peu, comment on appelle ça, les balibènes ici. Voilà, parce que chacun doit faire sa propagande, chacun doit parler de ce qu'il a fait. Donc, nous sommes fiers du président Ouattara, il nous présente un bilan. Qu'il nous parle du bilan de Laurent Gbagbo. Quand il vient dire, oui, à 2 mois, il y a eu des attaques sur Laurent Gbagbo. Mais ce qu'il oublie, dans nos constitutions, il dit que le chef de l'État est le garant de la sécurité et de l'intégrité territoriale. Mais s'il a failli à cela, le peuple doit lui arracher sa confiance. Laurent Gbagbo a failli à nous sécuriser. Laurent Gbagbo n'était pas un président de la République. C'est pas un président, c'est un homme du clan. Il avait un clan à protéger. Et c'est ce clan-là, celui qui est passé là, il s'appelle Guibré. Voilà, donc il cherche à protéger les mentors. Et les mentors là, ils savent qu'il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Parce que non seulement c'est un irresponsable, mais c'est un incompétent. On a vu sa gestion. Elle-même, sa gestion même fut funeste pour toute la Côte d'Ivoire. Voilà, donc moi je suis parfaitement d'accord. Les gens qui nous écoutent, n'en voulez pas à Éclaireur parce que vous allez dire, mais pourquoi Éclaireur a empêché le gars de parler? Ok, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Je suis là. Je prends ma deuxième parole après. Il n'y a pas de problème. C'est vous qu'on remercie. Mais on les connaît en fait. Ces gars-là, on connaît leur stratégie. Et c'est ce que je dis toujours. Ça ne prospère pas avec moi. Mais je souhaite avoir un gars intelligent ou un opposant intelligent pour qu'il y ait une confrontation sereine. Où les gens prennent le temps de nous écouter. Où c'est que l'éclaireur dit là. Il vient, puis il démontre, il donne ses preuves. Et puis maintenant, moi, je viens. Quand même, voilà. C'est cela que moi, je m'attends. Mais les petits sauvages comme ça, venir, non, tu mens. Mais quand tu dis que quelqu'un ment là, ça veut dire que tu es venu avec une conclusion. Bon, comme j'ai menti là, faut donner 3 éléments. Et puis maintenant, tu dis tel point tu as menti. Tel point tu as menti, tel point tu as menti. Ok. Maintenant, premier point là, voilà où tu as menti, voilà la réalité. C'est tout. Mais bon, je crois que le monde est suffisamment intelligent. Charles, vous avez... La partie qui m'a fait rire, cher professeur, il dit que tu es le frère de Arthur Panga. J'ai entendu. Il dit que tu es le frère de Arthur Mais vraiment, un vieux comédien. Non seulement, et puis il voulait te victimiser. Il dit, je suis seul contre vous. Tiens, c'est les petits gars, il seulement. Aïe. Donc on va laisser. Et Dieu merci, j'ai pu enregistrer ça. Ça sera peut-être, les gens vont comprendre ce qui se passe sur TikTok. Actuellement, on est en direct aussi sur Facebook. Et donc, peut-être ça sera la première fois qu'ils vont voir un peu comment TikTok est. Et puis après, on va mettre ça aussi sur chose. Mais parce que moi-même, ça me rendait un peu triste parce que depuis le matin, on n'avait pas eu du corps à broyer. Donc, il n'était pas à la hauteur quand même. Voilà.
Que je suis seul parmi vous. Il dit, ça c'est quelle victimisation ça? Monsieur Cyril Dia, tu es là? Cyril Dia, si tu es là, ton micro est fermé. Tu as la parole. Bonsoir les EPV. Bonsoir, cher frère. Bonsoir, cher Chao. Ok. Encore une fois, merci à tout le monde, à tous ceux qui ont tenu le panel depuis ce matin. J'ai fait des va-et-vient parce que j'étais un peu trop occupé. Là, j'étais là, je dormais et puis éclairé, il a gâté mon sommeil. Ouais, j'ai entendu crier, j'ai dit, mais le monsieur n'avait fait parler avec qui encore? Je viens, c'est un certain. Et il y a des gens qui écrivaient en bas, laissez-le parler, laissez-le parler. Je dis non, il n'a pas envie de parler. Mais quand il dit, laisse-moi parler là, cette phrase-là qu'il dit là, il n'a qu'à prendre cette phrase-là pour dire des contradictions de ce que Hitler a dit. C'est une technique pour venir foutre la merde sur notre panel. Et comme l'interlocuteur de tout à l'heure vient de le dire, lui, quand il s'annonce déjà qu'il est RHDP, on jette son corps dehors. Mais lui, chez nous ici, on te dit qu'il faut parler. Maintenant, il va ça. Mais laisse-moi parler. C'est une technique. C'est juste pour venir foutre la merde dans notre panel. Et comme notre panel, c'est un panel de gars sérieux, tenu par des gens coriaces, on ne l'a pas laissé faire. Vraiment, félicitations pour ça. Tout et tout. Mais éclairez pas, donc faut me laisser dormir. Hein? Ok, c'est ce que j'avais à dire pour ce soir. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant je peux parler. Ok, mais ça. Oui, vas-y. Avant que tu vas descendre encore, parle à ton réseau de AES là. Non, mon réseau va ce qui va, t'inquiète pas, j'ai fait d'autres choses. Ah, ok. Mais c'est que t'es pas à Baltazuro. Je suis très loin de là. Très loin. Non, je voulais juste dire au frère Siaka, juste pour lui rappeler que lorsqu'on a une conviction, lorsqu'on a une certitude dans un certain nombre d'éléments qui suscitent notre engagement, quelle que soit la tournure du vent, cela ne pourra pas nous détourner de nos convictions. Et c'est pourquoi les militants du RDF faisaient peur. À l'époque, on était peut-être le parti le plus nouveau du Côte d'Ivoire, mais nos militants avaient une telle conviction que ça faisait peur en fait. Parce que point oui ou point non, on battait le pavé. Mais tous ceux qui battaient le pavé à cette époque-là n'avaient jamais salué Alassane Ouattara. On ne l'avait jamais vu pour beaucoup. Mais on avait une conviction qui nous disait que les destinées de ce pays-là doivent être confiées à ce monsieur-là. Parce qu'il avait déjà fait ses preuves dans le monde entier. Donc quand tu dis que certaines personnes ont des doutes, j'ai fait peut-être une petite référence à la religion. Est-ce que si tu es musulman, quelqu'un peut venir t'enlever de ta foi? Quel que soit ce que les gens diront, ta foi ne va pas vaciller pour un sou. Donc tous ceux qui disent, quand on entend les gens parler, ça nous donne du doute, c'est qu'en réalité tu n'avais pas de conviction auparavant. Parce que quel que soit ce que les gens diront, parce que regardez, tout ce que le gars est venu dire d'Alassane Ouattara, c'est des choses que nous on savait depuis 20 ans en arrière. On savait ça depuis 30 ans. Donc il n'a rien dit de nouveau. Il n'a rien dit de nouveau. Maintenant si tu dis que dans la communication, on ne fait pas peut-être l'éloge, on ne fait pas assez l'éloge du président, on peut comprendre, mais les gens sont à la tâche. Les gens sont à la tâche. C'est vrai que nos leaders sont peut-être débordés
à l'évolution des systèmes de communication aujourd'hui. C'est vrai que tous même ils doivent faire leur recyclage par rapport à la nouvelle donne de communication. Mais je t'assure que on n'a plus le temps de savoir que l'élection là, ça ne se passe pas sur TikTok. Parce que si l'élection se passait sur TikTok, je t'assure que beaucoup seraient présidents aujourd'hui. Je te dis que c'est via les réseaux sociaux et dans un hôtel feutré de Paris que quelqu'un s'est assis là-bas pour dire en 2020 il n'y aura pas d'élection. Mais si on ne s'en tenait qu'à ça, si on ne s'en tenait qu'à cette déclaration et cette capacité de nuisance ancienne, parce qu'il y a des gens qui oublient que le monde évolue et que les temps changent. Parce qu'il y a des gens qui font toujours référence à leur gloire passée. C'est-à-dire, au moment où tu commences à vivre de tes souvenirs, c'est que ta vie s'est arrêtée. Et certaines personnes aujourd'hui, leur vie s'est arrêtée parce que, il dit, je rentrais dans les... Il dit, je causais avec Thabo Mbeki. Oui, j'étais dans tel palais avec tel président. Oui, mais ça, c'est le passé. Ça, c'est ton temps de gloire. Mais c'est une vie que de ton temps de gloire, c'est que ta vie s'est arrêtée. C'est-à-dire, toi, ta vie n'a pas évolué. Et les gens pensent que c'est avec ça qu'ils peuvent dérouter. J'ai dit toujours ici, à Assane Ouattara, si vous voulez le faire partie, ce sera par la politique et par les élections. Mais sur ce chemin-là, on ne voit pas de concurrent. Les gens, on dirait bizarrement, eux-mêmes, là, ils n'ont plus de rêve pour la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu as le rêve pour quelque chose, là, tu le partages aux gens. Mais les opposants ne font pas rêver parce qu'eux-mêmes ne rêvent pas. Mais des gens qui ne rêvent pas, comment ils peuvent faire vaciller toi ta conviction pour quelqu'un, non seulement qui t'a pas fait rêver, mais pour quelqu'un qui a mis des réalisations que toi tu vois au quotidien, que les Ivoiriens touchent au quotidien, que certains même ont pensé que c'était impossible. Parce que quand tu vas vers la frontière du Ghana à Bouna, ils ont fait un pont là-bas, mais il y a des parents qui nous ont dit qu'ils n'ont jamais pensé qu'on pouvait faire un pont ici. À la frontière de la Guinée, pareil. À la frontière du Libéria, là même on n'en parle même pas. Donc, quand quelqu'un déjà, non seulement il a dit, il a fait, mais qu'est-ce qui va te faire vaciller? Les militants de toi, en aucun cas, non. Si tu étais aidé de la première heure, là, le président même peut savoir qu'il peut aller dormir, il n'y a rien à faire. Parce que quand tu entends éclaireur parler, on parlait de grenadiers voltigeurs, là, tu sais, l'éclaireur sait, nous tous on sait. Et ceux-là, on ne peut pas les faire vaciller. On ne peut pas les faire vaciller. Donc, pour revenir au sujet, l'importance de la coopération militaire entre les pays africains et leurs partenaires. J'ai dit, même quand on dit les pays africains, c'est réducteur en fait. C'est réducteur parce que quand les Français vont te parler des 30 glorieuses, c'est-à-dire les 30 années où il y a eu de la croissance économique en France, où véritablement la France a eu une embellie économique, il y avait des bases militaires américaines en France. C'est-à-dire qu'ils ne se souciaient pas d'une agression militaire ou bien d'une agression quelconque. Ils étaient en plein dans la construction économique de leur pays, dans les infrastructures, refaire le pays parce qu'il y avait, après la guerre, l'Allemagne, même jusqu'à aujourd'hui en Allemagne, il y a toujours des bases militaires américaines là-bas. C'est de la sous-traitance, c'est de l'assurance. Et qui dit assurance paye le prix. Donc ces coopérations militaires-là permettent à nos pays, quand même, nos pays qui sont du tiers-monde, je peux dire, qui sont sous-développés, permettent de mettre le cap sur le développement sans soucier derrière. Sans soucier derrière. C'est pourquoi le pays qui te dit aujourd'hui, moi, je mets les moyens militaires, mais si tu mets les moyens militaires, si tu mets ton pays à niveau concernant les moyens militaires aujourd'hui, ton pays va s'appauvrir parce que tu ne pourras construire aucune infrastructure. Tu seras bien armé, c'est vrai, mais en contrario, il n'y aura pas d'école, il n'y aura pas d'hôpitaux, parce que c'est de l'argent que tu mets là-bas. Alors que si tu sous-traitais le modérateur, une partie de ta défense militaire, oui. Comme le panel est plein, on va vous laisser 5 minutes. Là, comme ça. Bon, je vais m'arrêter même. Il n'y a pas de problème. Je vais m'arrêter. Donc, pour dire que la coopération militaire, c'est bon parce que ça permet au pays de se concentrer
concentrer sur d'autres priorités vitales. Et sous-traiter sa défense ou bien, comment on appelle ça, avoir des coopérations militaires permettent aussi de réorienter les priorités ailleurs que dans le social, dans la construction des hôpitaux, des écoles, des universités et autres. Parce que les appareils militaires, tout ce qui est équipement militaire, ça coûte très très cher et ça fait très mal au budget. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Et pour expliquer peut-être en français simple, même les États les plus puissants sous-traitent leur sécurité. Quand tu vois les Amériques protéger l'Europe, c'est pour se protéger aussi. Et donc dans ce monde, nous sommes interconnectés et ça dépend aussi des qualités et des types de protection que l'on se donne. C'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Et donc il y a User 1055 qui était là. User 1055, on va vous laisser la parole pour 10 minutes pour que vous puissiez vous exprimer. Ah, vraiment, bonsoir d'abord, je vous dis bonsoir d'abord. Vous avez juste beaucoup parlé, j'avais eu une pause d'une heure à ma pause, bien évidemment, actuellement là, je travaille quoi. Il n'y a pas de problème. Et voilà, je vais en profiter pour remercier encore par rapport à votre réaction sur le corps, parce que je suis comme ça. Le gars voulait chercher à placer quelques points et puis partir. Mais Dieu merci, tu as compris le système. Donc je vous dis merci et pour votre travail, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, on vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, pas de problème. Éclairage, Oui. éclairage, c'est l'école. Je voulais renchérir un peu à ce qu'elle m'a dit. Je voulais renchérir un peu ce que le modérateur a dit là. Ok, si vous pouvez le faire rapidement, comme il y a Madengo qui était là. Ouais, je vais le faire rapidement. C'est pour dire que vous voyez un peu, c'est vrai, là, on parle de la coopération militaire, mais moi je parlerai un peu de la diversité de la coopération actuellement. Et quand vous prenez le tronçon de l'aéroport d'Abidjan jusqu'à la gare de Bassam à Trècheville, vous voyez la diversité de la coopération de la Côte d'Ivoire par le président Ouattara. Parce que d'aucuns diront, c'est ce qu'on entendait, la Côte d'Ivoire a la chance gardée de la France, la Côte d'Ivoire, le président Ouattara, le valet de la France. Mais quand vous voyez un peu ce tronçon-là, ça montre un peu la nouvelle politique ivoirienne du président Ouattara et ça montre la diversité des choses. Parce que quand vous sortez de l'aéroport, que vous venez au niveau du pont à Kouaba, vous voyez ce pont à Kouaba là, qui est en construction, a été fait est construit par les Chinois. Quand vous sortez du pont à Kouaba, comment on appelle ça, au rond-point de Koumassi là, vous voyez un échangeur qui est en construction. Cet échangeur-là est construit par les Américains. Quand vous sortez de là et que vous arrivez un peu à Marcory, vous voyez le pont Arikona Bédié, ça a été construit par qui? Par les Français. Et quand vous laissez ce pont-là, que vous venez un peu au grand carrefour de Marcory, vous voyez un échangeur qui a été construit par les Japonais. Vous voyez, Chinois, Français, c'est ça, c'est la diversité, la coopération. Et ça montre que la Côte d'Ivoire n'est pas la chasse gardée de la France, parce que les gens disent Ouattara est un valet de la France, Ouattara est comme ça, c'est un sous-préfet de la France. Mais ce tronçon-là seulement, lui seul, exprime toute la diversité de notre économie, de notre coopération. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter à la belle intervention qui a été faite par le modérateur et puis par toi aussi. Okay. Merci. Merci beaucoup, cher frère, et merci pour ces additifs qui sont très instructifs. Et nous allons laisser la parole à Madengo. Cher frère Madengo, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, comment allez-vous? Je vais bien. Ok, donc vous avez la parole. Bonsoir, éclaireur. Bonsoir, cher frère, comment allez-vous? Je vais bien. J'ai fait un commentaire que je vais monter pour vous détruire, mais c'était pour monter et puis pour vous remercier vraiment. Il n'y a pas de problème. Je suis de l'AES, je suis du Mali, bon, mais j'aime mon pays, même si je n'aime pas les dirigeants à l'heure. L'AES. Bon, vraiment, je vous apprécie beaucoup. Je ne vous apprécie pas parce que vous êtes éclaireur ou bien pas. Votre manière, votre bagage intellectuel,
c'est très important. À l'ère où nous sommes, il est rare de voir un jeune Africain de votre gamme. Vraiment. Et moi, j'interpelle les autorités ivoiriennes. Vraiment, si vous n'êtes pas trop attachés ici aux États-Unis, on a besoin de vous en Afrique. Les jeunes de votre trempe, on a besoin d'eux. Je sais que le président Ouattara, il a des bons conseillers. Ils doivent conseiller le président et le faire savoir qu'il a des très bons jeunes valables à l'extérieur. Vraiment. Si vous êtes très bien avec les gens de Babo, moi-même je n'écoute jamais le discours de Babo Laurent. Jamais. Je n'ai jamais écouté un discours de Babo Laurent. Si j'écoute, c'est à partir des lives, si certains jouent une partie de ces discours dans les lives. Sinon, moi, personnellement, je ne vais jamais écouter Babo Laurent. Moi seul. Et puis un Malien, un Burkinabé, un Guinéen qui s'arrête devant moi et puis dire que Babo Laurent est bon, sauf si tu es né après, après 2000. Sinon, si tu t'arrêtes devant moi que Babo Laurent est bon, Ivoirien, ça passe parce que ça c'est de bonnes guerres entre eux. Mais Malien, Guinéen, Burkinabé, tu t'arrêtes devant moi que Babo Laurent est bon, je vais sauter sur ton cou. Wallah. J'ai déjà fait à New York. NYDP est venu me prendre. Babo Laurent, qui peut défendre Babo Laurent? Tu ne peux pas avoir cœur et puis défendre Babo Laurent, sauf si tu n'as pas vécu son temps. Moi, j'ai vu mourir mon parent au temps de Babo Laurent. Devant moi. On ne peut pas prendre le bras pour envoyer à l'hôpital. Il est mort devant nous. Personne ne peut dire devant moi que Babo Laurent est bon. Sinon, je vais sauter sur ton cou. Excepté les Ivoiriens. Parce que c'est leur pays. Ce que tu fais avec ces gens-là, il ne faut pas leur donner le temps. Si tu donnes le temps à un adepte de Babo seulement, il va te manipuler, il va te rouler dans la farine. Tu ne sais même pas où il est sorti. Parce qu'il ne va pas parler de l'essentiel, il va te faire tourbillonner dans le 7e ciel et puis te faire revenir. Vraiment, merci beaucoup, éclaireur. Et la seule chose que je vous reprochais, c'était quand tu étais en Facebook là, le tableau était noir. Bon, je voulais que tu mets un décor façon le tableau noir là. Bon, il y a beaucoup de personnes qui peuvent te passer ça en croyant que c'est pas intéressant, mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Ok, merci beaucoup et bonsoir. Chers frères, ne quittez pas. Moi, je voudrais vous dire toute ma reconnaissance. Chers frères, nous ne pouvons pas être contre les Maliens. Est-ce que vous savez que c'est nous, on a donné nos vies pour protéger les étrangers en Côte d'Ivoire? Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous, on peut être contre les gens qu'on a sauvés? C'est aberrant. Mais les gens, les leaders, quand on parle des Maliens, on ne parle pas du peuple du Mali. Sinon, les gens qui quittent leur village, est-ce que c'est par plaisir? Quand on regarde chez les Dogonos aujourd'hui, est-ce que c'est par plaisir qu'ils sont en train de quitter leur village? Pas du tout. Quand on regarde le désordre qui est au Mali aujourd'hui, qui peut être content? Personne. Alassane Ouattara que vous voyez là en 2012, il y a un plan avec Obama qu'on avait tracé, on appelle ça Agenda 2063.
Les présidents d'Afrique ont demandé au président Ouattara, fais le plan de développement global de l'Afrique. Cher frère, si tu prends le Libéria, le Ghana, avec... quels sont les pays qui sont proches d'Alassane? Est-ce que le Libéria est proche d'Alassane Ouattara? Non. Est-ce que le Ghana est proche d'Alassane Ouattara? Non. Est-ce qu'il n'y a pas de Ouattara au Mali? Il y en a. Est-ce qu'il n'y a pas de Ouattara en Guinée? Il y en a. Est-ce qu'il n'y a pas de Ouattara au Burkina Faso? Si, il y en a. Mais comment se fait-il que ce Ouattara-là va venir se mettre contre ceux qui sont proches de lui et puis aider ceux qui sont loin de lui? C'est la manipulation. C'est ça, les arrivistes, c'est leur plan. Sinon, le combat de Ouattara en Côte d'Ivoire, c'était, il l'a dit, ce qui a fait que moi j'ai soutenu le président Ouattara, c'était en 90. Et tu sais, quand quelque chose t'a marqué, tu n'oublies pas. Il dit, nos États sont des micro-États. Pour que l'Afrique puisse un jour s'affirmer, il faut que nous soyons dans des grands ensembles économiques. Ouais. Mais est-ce que Côte d'Ivoire peut être un grand ensemble économique seul? Non. Ça sera avec qui? Le Mali, le Burkina, nos pays voisins qui nous entourent. Si nous parlons le même langage, nous devenons forts. Mais comment se fait-il que ce monsieur, une fois venu au pouvoir, au moment où il a toute la puissance de réaliser ce qu'il est en train de faire, aujourd'hui, vous voyez, on devrait construire une autoroute pour quitter San Pedro pour aller à Bamako. Si on faisait ça, est-ce que ça n'allait pas faciliter la vie des gens au Mali? Oh yeah. Mais pourquoi ça n'a pas été fait? Parce que la partie malienne est la guerre là-bas. Ouais. Bon, le plan général d'électrification de l'Afrique, le Mali est aujourd'hui en dehors de ce programme. Pour aller vers l'éco, on devrait mettre des choses ensemble pour aller vers les choses des plans pour qu'on puisse avoir une nouvelle monnaie. Parce que les gens disent que franc CFA n'est pas bon. Bon, on dit, mais comme c'est pas bon là, on n'a qu'à aller vers quelque chose qui est mieux que franc CFA, où on aura une banque centrale qui sera dans notre capitale africaine. Vous dites encore que vous ne voulez pas. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Bon, vous avez fait un coup d'État. Non. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Et donc, depuis très longtemps, on essaye d'expliquer que ce problème-là, le destin de la Côte d'Ivoire, c'est le destin du Mali. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons voulu être voisins, c'est Dieu qui a choisi qu'on soit voisins. Si tu es heureux du malheur de ton voisin, il faut savoir que toi-même, là, tu seras aussi un jour victime. Parce que la mauvaise intention, là, Dieu paye chacun avec. Maintenant, est-ce que nous, on doit s'asseoir pour regarder les putschistes et puis les encourager en train de torturer le peuple? Jamais. Nous, on a vécu la dictature de Laurent Gbagbo. Nous, on a vécu la dictature de Guy Robert. Nous, on a une certaine expérience dans ces choses. Quelqu'un qui vient de sortir de 2002 jusqu'en 2011, quelqu'un qui est sorti de cette guerre vivant, là. Frère, s'il te dit quelque chose, il faut prendre le temps de savoir que c'est son expérience-là qui lui permet de savoir. C'est ce qu'on explique aux Maliens. Ne rentrez pas dans ce jeu. Ça va vous coûter cher. Mais beaucoup n'ont pas compris. Alors que le gars que tu vois là, c'est comme un serpent. Si tu lui donnes le temps là, c'est son venin, il va mettre dans ton corps. Oh yeah. Donc là, quand tu le vois en même temps là, avant même qu'il ne s'approche là, toi-même il faut aller vers lui là, et puis tu casses la tête en même temps. C'est la seule solution. Sinon, écoute très bien, voici ce que Gbagbo faisait. Moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Ça, c'est le représentant de l'ambassade du Mali qui est en train de parler. Mais, une fois que je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricain. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, Motoun Diaye, de nationalité Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zumgrana,
Mamadou Bari. Abdoulaye Konaté. Fatoumata Bari. Philippe Nana. Amadou Dembélé. Bon, chers frères, aujourd'hui là, Un officiel malien. ok. Devant moi, si tu dis que Babo Laurent est bon, je vais me jeter sur toi. Ok. Wallahi, Bon, aujourd'hui là, tellement ils ont manipulé les gens. Ils manipulent des gens pour leur dire que c'est Babo aujourd'hui qui est panafricain. Un panafricain qui tue d'autres Africains. Est-ce que depuis que le président Ouattara est là, vous avez entendu que quelqu'un était abattu? Jamais. Et bon, ça, les Maliens devraient comprendre que aujourd'hui, là, ils sont victimes d'une manipulation des dictateurs. C'est tout ce que nous on veut expliquer. Et aider le peuple malien. Quelle est la différence entre le message que moi je tiens et le message de Youssouf Batili? Le message de Yasbat et avec moi mon message, il y a quelle différence? C'est la même chose, éclaireur. Le fond du message est le même. Tous les êtres humains doivent être libres. Et vous ne pouvez pas dire que vous êtes panafricaniste et vous venez diviser la CEDEAO, vous venez diviser l'Afrique et en même temps vous dites que vous voulez construire une Afrique. Mais je crois qu'on réussira ce combat parce qu'eux-mêmes ils seront pris dans leur piège. Tout ce que Choguel a fait, vous voyez que Choguel là, c'est comme un serpent qui mord sa propre queue. Bon, même les cinq brigands là, un matin là, il aura bangement entre eux là-bas. Oh yeah, ça c'est sûr. Voilà. Parce qu'il faut que le peuple du Mali soit libre, parce que tout peuple a une dignité. Et on ne peut pas accepter que des brigands pensent à leur ventre. Aujourd'hui, les pères de famille sont humiliés, les gens n'ont pas d'électricité, les gens n'ont pas d'hôpitaux, les gens ne peuvent pas aller à l'école. Mais si tu es un être humain, ça doit te faire mal. Et c'est ça qui nous fait mal. Éclaireur, aujourd'hui là, au Malien, vous dites en Côte d'Ivoire là-bas que l'avenir c'est la jeunesse. Mais au Mali, l'avenir c'est les vieux. Tu t'imagines? Dans un pays où l'avenir c'est les vieux. C'est pas bon. C'est pas bon. Dans un pays où il est mieux de discuter avec un illettré que quelqu'un qui est allé à l'école. Effectivement. Effectivement. Si tu prends un Malien sur ton panel, il faut demander s'il est universitaire ou bien si c'est un illettré. Si c'est un illettré, tu peux discuter avec lui. Mais s'il dit qu'il est universitaire, oh man. C'est pas la peine. Tu peux pas. Donc vraiment, merci infiniment. C'est ça qui me donne du rancœur et choses et éclaireur. Moi, je suis allé au Mali l'année dernière. Vraiment, non, je ne peux pas expliquer. Ça fait pitié. Wallahi, ça fait trop pitié. Wallahi. Mais je crois que c'est aussi la chance que nous autres, nous avons. On peut parler pour essayer de toucher la conscience. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Vraiment. Et ajoutez-vous à nous à ce combat-là. C'est vrai que ici c'est une plateforme qui est pour la Côte d'Ivoire, mais nous sommes pour toute l'Afrique. Si ça dépendait de nous, là, tous les pays allaient disparaître, on allait devenir un. Mais l'homme, il y a ce que tu veux et il y a ce que tu ne peux pas aussi faire. Mais notre intention, là, c'est de transformer toute l'Afrique de l'Ouest en un seul pays. Et s'il plaît à Dieu, un jour, on va arriver à ça. Parce qu'il y aura des gens qui vont comprendre. Oui. Ça va arriver, Wallahi. Vraiment, merci beaucoup. Donc, vous pouvez rester avec nous. Bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher frère. Merci infiniment. Ok, bye. Et donc, on va laisser la parole à notre mère Mariam, si elle a quelque chose à ajouter. Est-ce que notre mère Mariam est là? Oui, je suis là, Okay. mais vous pouvez parler. Je vous écoute. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, ok. Donc, si peut-être quelqu'un veut revenir à la charge, bon, maintenant le dialogue il est ouvert. Si quelqu'un veut peut-être prendre la parole, le modérateur comme Siaka, ou même s'il y a des questions, vous pouvez les poser pour qu'on puisse aussi, selon ce qu'on sait, on pourra vous donner des réponses ou pas. Donc, si on voit des questions dans les commentaires, on pourra aussi répondre. Merci. Monsieur l'éclaireur, vraiment je tenais à vous dire merci. Moi, ça fait la deuxième fois que je monte sur ce panel. Parce que je vous écoute beaucoup sur YouTube et sur Facebook. Avec vous, j'apprends beaucoup de choses. Parce que en politique, moi je me suis mis en politique
vu ce qui s'est passé dans notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, et ce que on a subi pendant la crise, c'est ce qui m'a mis dans la politique, c'est ce qui m'a mis du côté du Prado. Et le mal que moi j'ai dit merci à le modérateur pour ce qu'il a dit. Souvent, j'ai tellement mal de voir certaines personnes dire certaines choses du Prado. Ça me fait tellement mal que souvent, que moi-même, je vais encore ressortir dans la politique. Parce que je ne peux pas comprendre que certaines personnes donnent des occasions à certaines personnes de venir parler de quelqu'un que tu aimes de tout ton corps et de toute ton âme. Parce que aujourd'hui, ce que se passe, c'est qu'ils n'ont jamais pensé un instant que la Côte d'Ivoire pouvait être ce qu'elle est aujourd'hui grâce à ce monsieur-là. Donc là où eux, ils ont échoué, ils ne veulent pas voir quelqu'un réussir là. C'est pourquoi le monsieur qui est monté, qui disait que voilà, tu disais certaines choses qui n'étaient pas vraies. Après, dit lui-même là, il n'avait rien à dire. Parce qu'il allait dire quoi qu'on n'a pas encore attendu, qu'on n'a pas encore vu. Eux-mêmes là, ils sont étonnés quand ils parlent de certaines choses qui ont été peintes dans certaines villes. Mais est-ce que eux-mêmes, quand ils étaient au pouvoir, ils ont pu peindre ça? Ils n'ont pas pu le faire. Donc s'il y a quelqu'un qui est venu peindre, lui au moins s'il a fait quelque chose, et en plus de ça, il a construit d'autres choses qu'on ne peut pas en parler, que eux-mêmes ils voient. Donc, vraiment, si j'ai intervenu peut-être là où je ne devais pas intervenir, je m'en excuse. Mais, si je suis sur votre panel, c'est parce que, voilà, vous nous apportez beaucoup de choses. À travers vous, on comprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses que je n'avais pas compris. Donc, vraiment, monsieur le clerc, je tenais à vous dire merci. Et merci à tous ceux aujourd'hui qui sont avec vous. Sachez que vraiment ce que vous faites là, on est avec vous. Et grâce à vos conseils, je pense qu'on va apprendre encore beaucoup de choses et on sera toujours avec le Prado. Parce que le modérateur a dit quelque chose, moi tout de suite ça m'a beaucoup calmé. Ça m'a beaucoup calmé, ça m'a permis d'avoir encore, de voir les choses d'une autre façon, mais de façon positive. Voilà. Donc, merci l'éclaireur et merci à tous. Chers frères, c'est nous qui vous disons merci. Vous voyez, le monde là, c'est comme un échange entre les humains. Si moi je dis je connais tout, je suis en train de mentir. Nous tous on connaît quelque chose, mais quelqu'un connaît quelque chose que je ne connais pas. On apprend tous, la classe éclaireur pro-vérité, on apprend tous les uns avec les autres. Mais nous disons quoi? Si on facilite la compréhension de la situation à tout le monde là, mais on libère tout le monde et tout le monde sera indépendant et ça va aider à aller vers la vérité. Et donc vraiment soyez fiers de vous-même aussi et merci d'être encore présent ici et ne vous gênez pas. Même ceux qui ne peuvent pas parler le français, si vous avez des choses à venir dire, ici nous sommes ouverts à tout le monde. Ce qu'on dit simplement c'est l'honnêteté. Comme le frère qui est venu, qui veut tourner en rond pour dire mais Gbagbo a pris la guerre. En fait, on connaît leur rhétorique. Gbagbo, en 2 mois, il n'a même pas pu faire. Mais c'est faux. Quand il dit c'est 2 mois, Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. C'est en 2002, le 19 septembre 2002, qu'il y a eu un coup d'État. Ça veut dire 2 ans après. Mais tu vois, eux, ils transforment, ils font exprès. Ils disent c'est 2 mois que Gbagbo a été attaqué. Tellement ils ont structuré leur mensonge. Et eux ne savent pas ce que Gbagbo a fait.
Mais quand on leur explique que d'abord ce que tu dis est faux, ce n'est pas 2 mois, c'est 2 ans. Puisque du 26 octobre, le Gbagbo a pris le pouvoir le 26 octobre 2000 et c'est le 19 septembre 2002 qu'il y a eu une tentative de coup d'État qui va aboutir à une rébellion. Mais de 2000, il y a une année qui s'appelle 2001. Qu'est-ce que Gbagbo a fait? En 2001, il y a eu un forum de réconciliation. Quand il y a eu ce forum de réconciliation-là, c'est quoi un forum de réconciliation? C'est une volonté d'apaiser les cœurs. Mais quand on finit cette conclusion-là, et qu'on te dit, voilà, il faut appliquer, tu dis que ce n'est pas une constitution bis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'en fous de la souffrance des Ivoiriens. Tu t'en fous du mal qui a été fait aux Ivoiriens. Donc c'est très bien que la guerre est venue casser sa gueule. Hey! Ceux qui s'amusent avec Laurent Gbagbo, c'est ceux qui ne le connaissent pas. Quand tu veux agir par la mauvaise foi, c'est aussi les conséquences de la mauvaise foi qui vont te corriger. Quand tu veux te comporter comme un individu violent, il faut savoir aussi que chacun de nous a une dose de violence. C'est là que les gens se sont mis ensemble pour lui prouver que ta folie là, nous on en sait plus que toi. Parce que tu ne peux pas vouloir soumettre des gens à ta volonté. Non. Quand tu es un vrai dirigeant là, tu viens convaincre le peuple par ce que tu sais faire. Bon, les 2 ans avant la rébellion, là, Laurent Gbagbo a fait quel travail? Donc on arrête de nous ressasser ce soir. Et donc merci à vous. On a le frère Ibrahim qui est là. Bonjour monsieur Ibrahim. Oui, bonsoir. Et comment allez-vous? Oui, ça va, et vous, vous allez bien? Oui, je vais excellemment bien. Donc on va vous laisser la parole. Ça fait la deuxième fois que je monte maintenant, merci. Je vous ai écouté ce matin sur le sujet du projet salon de coiffure là, sur le panel de Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Yeah. Effectivement. Voilà, je suis tombé là-dessus directement, puis après c'est passé. Je voulais savoir en plus, en fait, par rapport à ce sujet, est-ce vrai que monsieur là, il a pu détourner les 780 millions, je crois bien. Oui, parce qu'il y a eu un verdict de la justice qui ont confirmé que le monsieur va en prison pour 7 ans parce que 790 millions lui ont été donnés et comme il n'a pas pu faire le projet et il n'a pas pu rembourser à temps, donc il a fait 7 ans en prison et comme amende, il va payer 2 milliards. Donc ça veut dire que s'il y a déjà un verdict de la justice, ça veut dire que la justice, c'est l'ensemble des preuves. Donc ça veut dire que les preuves ont milité à sa condamnation. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Mais maintenant où moi je pousse un peu plus la réflexion, je ne suis pas d'accord qu'on vienne me dire que, par exemple, imaginez-vous, nous sommes combien ici sur ce panel? Il y a 1, 2, 3, 4. Supposons que nous sommes 10 sur ce panel-là. Et que facilement on part prendre 790 millions. Ça fait combien? Ça fait 7 milliards 900 millions. 7 milliards 900 millions, ça peut construire combien d'hôpitaux? Ça peut construire combien d'universités? Est-ce que 700 millions même, ça ne peut pas construire des hôpitaux et des écoles? Donc, vouloir me convaincre que c'est un individu qui a fait ça, moi je dis que c'est faux. C'est vrai, hein, nous sommes d'accord avec le régime en place. Et nous sommes très d'accord pour la volonté de vouloir aller vers la vérité. Mais ce monsieur-là, quand on lit dans les faits, il n'est pas le seul. Il faut aussi que le ministre qui était là, Sidi Touron, puisse l'interroger, tout au moins comme témoin. Pour qu'il explique comment avec une telle facilité, quelqu'un a pu avoir 790 millions, alors qu'il y a des gens qui peinent à avoir 1 million. Et donc, pour moi, ça je le dis, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Et c'est quelque chose-là, moi je souhaite qu'on pousse les enquêtes pour savoir comment le monsieur a pu avoir la main sur ça. Ça va nous permettre d'éviter beaucoup de choses à l'avenir. Et ça va convaincre même les jeunes Ivoiriens à croire au projet du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Parce qu'on va dire, maintenant il y a un cas, tous ceux qui vont vouloir aller prendre cet argent vont faire attention. Mais si on back, il aura toujours un goût d'inachevé et c'est pas bon demain pour l'image même du parti en place, du parti au pouvoir. Parce qu'on a l'impression que le parti au pouvoir veut couvrir certaines personnes. Et ce doute-là, demain là, ça peut se retourner contre nous.
C'est pourquoi moi, je dis qu'il faut qu'on creuse l'affaire. Soit, ceux qui ont pris cet argent-là, si c'est un groupe d'hommes-là, on les oblige à payer. Parce que ce monsieur-là, oui, quelqu'un qui n'a pas été capable de payer 790 millions, où il va pouvoir payer 2 milliards? Ça veut dire qu'il ne pourra pas. Et donc, ça veut dire qu'on est en train de nous mettre dans la farine quelque part. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Exactement, ouais. C'est le contribuable des Ivoiriens, quand même, c'est beaucoup. Hein. Voilà, c'est beaucoup pour une seule personne. Ça veut dire que vous et moi, on peut aller aussi faire la même chose. On doit nous traiter de la même manière. Mais ils n'accepteront pas. Parce que... Pourquoi? Donc, ça pose beaucoup de questions. Et c'est maintenant ce que nous demandons vraiment pour la transparence. Et c'est l'argent public. Et donc, nous sommes en droit de demander et de comprendre de quoi il est question. Ok, merci. Vu que je conduisais, je vous ai vu débattre sur ce sujet, j'ai dit, ah waouh. Vous avez parlé de monsieur... Comment s'appelle l'ancien ministre là? Sidi Touré. Sidi Touré. Et après, c'est tombé sur... ils étaient en train d'accuser Mamadou Touré là. Oui, mais là, c'était pas juste. Ce n'était pas lui qui était là. Et voilà, sans vouloir le défendre, voilà, sans vouloir le défendre, il n'est pas quand même. C'est lui-même qui a aidé même à la manifestation. Mais c'est là aussi peut-être, voilà. Mais en même temps aussi aujourd'hui, il y a un goût d'inachevé qui reste. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont protégés? Et quand c'est comme ça, c'est pas bon aussi pour l'image même du gouvernement. Exactement aussi. Merci. Ça aussi, ma deuxième question, ça va être sur la CEDEAO. Est-ce que c'est vrai réellement les trois pays vont se retirer? Est-ce qu'ils ne vont pas le laisser encore un temps? Comme façon, il y a eu ici. Bon, normalement, en fonction de la demande qui avait été faite, quand tu dis que tu vas sortir de la CEDEAO, contrairement aux rumeurs et puis à tout ce qu'on a vu, la CEDEAO elle-même se donne 1 an pour décider. Et normalement, le 28 janvier 2025, la CEDEAO doit se prononcer sur le problème de l'AES pour accepter. Ou bien l'AES même peut se réviser pour dire nous sommes dans la CEDEAO. Mais au fur et à mesure que cette date approche, on découvre toutes les limites de l'AES. Parce que, voilà, c'est une organisation où est le siège de l'AES. Ça n'existe même pas. Voilà, en réalité, c'est quelque chose c'est du vent qu'ils ont vendu aux gens. En réalité, c'est parce que Poutisla veulent se maintenir au pouvoir et ne veulent pas respecter leur engagement. Sinon, quand un pays viole les règles de la CEDEAO, des sanctions sont appliquées. J'ai cité au Libéria, là, quand les Comores est parti, là, on a signé les papiers. Et tous les pays africains étaient d'accord. Mais quand les Comores est parti, est-ce que vous pensez qu'ils sont partis pour distribuer des fleurs? Ils ont tiré sur les gens. Est-ce que ça, c'est pas plus grave que mettre une sanction? Là où on signe une résolution de la CEDEAO pour aller en Sierra Leone, pour aller mater. Quand on parle de mater, ça veut dire on prend des vies. Parce que la CEDEAO doit avoir des dents pour se faire respecter. Mais quand ça arrive au cas du Mali, du Burkina, eux disent non, on ne doit pas mettre des sanctions sur eux. Mais en ce moment, pourquoi vous êtes dans l'association? Et donc, on va se retirer. Maintenant, comme dans la CEDEAO, le président actuel qui est là, Tinubu, est quelqu'un qui ne veut pas s'assumer. Tinubu n'a pas été suffisamment courageux. Parce que si Tinubu avait été aussi courageux que le président Ouattara, la CEDEAO se serait fait respecter et on aurait fini avec ça. Et la souffrance des peuples dans ces pays-là serait finie aujourd'hui. Moi, je préfère souffrir pendant peut-être 1 mois et que la situation change pour que la vie continue, plutôt qu'aujourd'hui, là. Ce qui arrive dans ces pays aujourd'hui, là, c'est totalement en dehors de toute norme. Les djihadistes attaquent. L'armée même fait des exactions. Les Dana Ambassago, eux aussi sont en train de piller le pays d'Ogon. Les Wagner sont en train de commettre des massacres. Mais finalement, on se retrouve à quel pays? Aujourd'hui, si tu demandes aux populations maliennes, c'est le jour où, en août 2024, les djihadistes sont rentrés à Bamako. C'est ce jour-là qui a interpellé les Maliens pour dire, ah, donc nous, on risque de ne plus échapper. Mais est-ce qu'on peut continuer comme ça? Maintenant, est-ce que vous savez où se trouve le siège de l'UEMOA? Oui, le siège de l'UEMOA. Actuellement, là où c'est pas... Ça se trouve à Ouagadougou. À Ouagadougou. Ouais. Et donc, est-ce qu'ils auront le courage? Parce que
l'UEMOA n'est que la conséquence économique de la CEDEAO. Est-ce qu'ils peuvent quitter la CEDEAO sans quitter l'UEMOA? Je crois que non. Est-ce qu'ils ont préparé une monnaie d'échange? Non. Est-ce qu'on peut préparer une monnaie en 2 mois? C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui en décembre, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire aujourd'hui 31 plus 28. Quand vous calculez le nombre de jours que vous allez trouver là, 31 plus 28, attendez, 31 plus 28, ça nous fait 59 jours, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pensez qu'en 59 jours, on peut créer une monnaie? Donc, ils viennent de mettre ces pays dans un suicide économique. Ça veut dire que si on se retire et que l'UEMOA se retire de ces pays-là, voilà des pays qui vont exister sans monnaie. Voilà des pays. Ils disent qu'ils vont quitter la CEDEAO, mais ils n'ont même pas créé encore des documents pour convaincre que eux, là, le monde entier va faire confiance à ces documents. Donc pour moi, c'est une comédie qu'ils ont mal jouée. Et aujourd'hui, là, la CEDEAO devrait être suffisamment courageuse à la date du 28, pousser ces pays à la porte de sortie. Et on va voir réellement si l'AES est sérieuse, c'est là qu'on va voir. Ou bien, si c'est la CEDEAO qui n'est pas sérieuse, mais pour vous dire la vérité, actuellement dans la CEDEAO, il y a toujours des gens qui sont des joueurs sur 2 fronts. Eux, ils sont en train de dire non, il faut leur laisser un peu de temps. Et donc, il y a 2 clans actuellement. Il y a un petit groupe, eux disent non, 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 même si le 28 passe, il faut leur donner un peu de temps. Mais moi, je ne suis pas d'accord. De la manière qu'ils ont été courageux pour dire qu'ils veulent quitter là, aidons-leur à quitter. Mais, je me dis qu'à l'état où on va là, ce sont les populations même qui vont se lever pour essayer de chasser ces brigands à la tête de ces pays-là. Parce que les conséquences sont plus énormes que les avantages. Parce que depuis que l'AES là, on n'a jamais vu un avantage de l'AES. Et donc... En plus, c'est pas la première fois que l'AES, ça existe, hein. Ils l'ont déjà fait une fois. Oui, mais là, c'était l'accord du Liptako-Gourma. Voilà, les 3 pays en plus. Mm-hmm. Et le Mali aussi, c'est pas sa première fois qu'il sort de la CEDEAO. Mm-hmm. Et ça s'est toujours terminé par des conséquences où ils reviennent vraiment affaiblis. Et c'est ça l'humain. Il faut pouvoir évaluer et tirer les conséquences de nos actes. Quand tu refais les mêmes choses pour les mêmes conséquences, ça veut dire qu'il y a un problème. Franchement, c'est dommage pour l'Afrique. Et effectivement, parce que ça nous perd tous en temps. Ouais, parce que j'ai eu beaucoup d'informations sur le Burkina et puis le Mali, ça ne va pas. Hein. Sincèrement, ça ne va pas. Hein. Ça ne va pas, ça, oui. Et quand on se met à la place des personnes qui y sont, ça fait vraiment pitié. Ça fait pitié. Aussi, là où je vois que la CEDEAO, ils sont un peu coincés, parce que vu que dans la Constitution, c'est étant président que tu peux renoncer pour sortir, vu que ceux-là, c'est des putschistes, ça ne va pas les coincer par là? Je n'ai pas bien compris la question. J'ai dit, vu dans la Constitution de la CEDEAO, il faut les présidents élus à la tête de leur pays pour pouvoir faire la demande pour sortir. Mais vu que ceux-là, ils n'ont pas été élus dans le pays, c'est des putschistes. Mais là, ils veulent sortir. Est-ce que la CEDEAO vraiment vont laisser partir? Non, mais il y a aussi un dilemme qui est là. Quand quelqu'un dit qu'il n'est plus, parce que être dans l'association, c'est être capable aussi de respecter ses engagements. Est-ce qu'il est possible... Non, je comprends la question. Est-ce qu'il est utile de garder des gens qui disent, nous serons avec vous, mais nous n'appliquerons aucun engagement? Est-ce que ça vaut la peine de les garder? Donc, dans ce cas, il faut choisir le moins de mal. S'ils disent qu'ils veulent quitter, on les laisse quitter. On les laisse quitter. Ah, sinon ça fait pitié, franchement. Il faut qu'on fasse quelque chose pour eux, sinon ça va pas. Ok, merci. Et aussi pour la Côte d'Ivoire, il y a eu la découverte de mines. Et puis j'ai vu comme quoi ils vont faire le projet jusqu'en 2028. Est-ce que c'est bon, c'est vrai, c'est réel? Non, c'est la vérité. Oui. Non, c'est la vérité. Ça a été découvert à Tanda. Et c'est une découverte vraiment historique. Et c'est là que nous disons que la Côte d'Ivoire rentre dans un cycle qui est très dangereux. Parce que chaque fois qu'on découvre des grandes richesses dans un pays, vous vous souvenez des projets baleines, les projets en hydrocarbures qui ont été découverts. En même temps, on vous parle de l'or dans le nord, on vous parle de l'or ici à Tanda.
chaque fois que vous voyez un pays qui rentre dans cette vague-là, ça attire aussi les grands prédateurs internationaux. Chacun veut sa part du marché. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en général? Dans ces pays-là, comme le Congo, vous voyez beaucoup de groupes armés. Et lorsque nous demandons que le président Ouattara reste, c'est pour anticiper sur toutes ces questions-là. Ce n'est pas forcément la personne du président qui nous intéresse, mais c'est son expérience au service de l'État pour nous protéger contre tout ça. Pour nous protéger contre tout ça. Parce que quand tu prends par exemple la région du Delta au Nigeria, tu as vu que l'or a été la plus grasse malédiction de la région du Delta. Et donc, chaque fois que des grandes richesses ont été découvertes dans les pays africains, vous voyez automatiquement des guerres qui naissent. Il faut qu'il y ait des dirigeants qui soient suffisamment consciencieux et qui aient l'amour de leur pays, l'amour de leur population, pour véritablement engager. Si vous voyez, en moins de 3 mois, il y a eu déjà 3 entraînements militaires. Et tout ça, ce sont des... Oui, le dernier a fini le 28 de ce mois. Donc, c'est pour vous dire que... Et vous voyez qu'on varie ces entraînements militaires-là parce qu'on essaye de s'adapter aux réalités les plus modernes pour ne pas être surpris par les événements. Et c'est ça les dirigeants. Diriger, c'est être capable d'anticiper sur les événements pour ne jamais être surpris. Et donc, nous espérons que les Ivoiriens sauront comprendre cela et comprendre qu'ils doivent faire un choix qui est basé d'abord sur la protection de leur vie. Qui peut protéger leur vie? Parce que tous ceux qu'on voit dans la politique aujourd'hui, ils ont fait leurs expériences. On a vu Tidiane Thiam, dès qu'on a fait le premier coup de fusil, lui, il fuit le pays. Il a fui pendant 23 ans. Est-ce que quelqu'un qui a fui, est-ce qu'il a été purigé avec une potion magique pour devenir courageux? Non. Ok. On a vu Laurent Gbagbo, qui, dès qu'il y a eu une première attaque, qui a livré le pays et qui a profité de la difficulté pour allonger la guerre. En réalité, la guerre de la Côte d'Ivoire pouvait finir dès les accords de Linas Marcoussi. En réalité. Mais Soro Guillaume et Gbagbo se sont joués des populations ivoiriennes pour faire allonger la guerre de 2002 jusqu'en 2011. Et chaque clan profitait sur le dos des Ivoiriens. Voilà. Et donc, quand on prend Henri Konan Bédié, lui, il aura été même le père même de la division, donc le PDC actuel. N'eût été la ségrégation, la division entre les Ivoiriens, n'eût été la destruction du tissu social, on n'aurait pas connu de rébellion, on n'aurait pas connu de partition de la Côte d'Ivoire. Donc, chaque parti politique a un bilan qui est là. C'est pourquoi les opposants, quand on leur dit, venez, on va faire vos bilans devant les Ivoiriens, mais ils ont peur. Mais de quoi ont-ils peur? On est tous Ivoiriens. Justement, quand on me dit que le président n'a rien fait, je dis, mais le 3e pont qu'il a fait, mais le 4e pont qu'il a fait, mais j'ai dit, les échangeurs de la Riviera qui les a fait, les 6 universités, on peut te citer, coller des noms là-dessus. Les routes qui ont été faites, jusqu'au point où on trouve qu'il y a des routes biodégradables, mais au moins ça a été fait. Les Ivoiriens se souviendront que ça a été fait. Et donc, les Ivoiriens devraient être capables de faire un choix pour protéger leur vie, pour se battre pour leurs intérêts. Et c'est ce qui pourrait les aider à assurer des lendemains meilleurs pour leurs enfants, en tout cas. Franchement, depuis, le président il a dit son bilan inattaquable. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu d'opposition pour sortir, pour venir démonter ça. Non, ils ne peuvent pas. Ils applaudissent. Ils ne peuvent pas. Parce que la réalité, c'est quelque chose, quand tu l'as dit, ça peut certes faire mal. Mais c'est comme quand je dis à ce gars-là, mais ce que j'ai dit, c'est facile de dire tu mens. Mais quand, voilà. Et quand le menteur, depuis quand un menteur dit aux gens, il faut venir mon mensonge là, il faut donner 3 mensonges, et puis maintenant tu déconstruis. Tranquille. Est-ce que ça c'est difficile? Non, c'est pas difficile. Il était bloqué, il a dû faire passer un message d'abord avant de passer. Voilà, non, ils ont cette stratégie de vouloir faire de la communication propagandiste, mais bon, ça ne marche pas avec nous autres. Vous êtes vraiment lumineux, ça vous va, éclairé. Franchement. Merci à vous. Non, c'est vous que nous remercions. Et on est toujours là et vraiment merci. Merci pour vos questions.
En fait, le Liptako Gourmand a été créé le 3 décembre 1970, mais les objectifs même du Liptako Gourmand étaient nobles au départ. Et vous voyez, tellement ils sont dans la tromperie de ces peuples-là, ils vont prendre quelque chose qu'ils savent qu'ils ne vont pas appliquer, mais ils vont juste tromper les populations pour dire que non, on revient sur la charte du Liptako Gourmand et donc on va appliquer une certaine alliance du Sahel. Mais c'est de la tromperie inutilement. On espère que les populations vont comprendre cela. Et donc, merci à vous et